L'infioxus, c'est un petit animal qui vit dans le sable, qui fait quelques centimètres et qui ressemble à un petit poisson sans vertèbres et sans tête. Cet animal est intéressant parce qu'il est très proche des vertébrés, mais il lui manque des caractères morphologiques qu'on retrouve chez les vertébrés. Notre objectif est de comprendre pourquoi au cours de l'évolution, l'Amphioxus, lui, n'a pas acquis ces structures. Pour comprendre d'un point de vue génétique, d'un point de vue moléculaire, comment les choses se passent, eh bien, on a plusieurs outils à notre disposition et on peut séparer les différentes cellules de l'embryon pour analyser ce qui fait qu'un neurone, par exemple, est différent d'une cellule musculaire, ceci en utilisant la partie cytométrie de la plateforme Biopic. La plateforme Biopic, donc pour Biology Platform of Imaging and Cytometry, est une plateforme composée de 3 plateaux techniques qui sont complémentaires. Un plateau de cytométrie en flux, c'est un instrument qui permet de travailler sur les particules en suspension dans un liquide, donc c'est particulièrement adapté à l'étude du plancton et de la structure des peuplements en mer. Un plateau de microscopie photonique qui lui permet d'observer les organismes, par exemple le plancton, en connaître la diversité, l'abondance, les bactéries. Il y a aussi des microscopes un peu plus compliqués photoniques, donc basés sur la lumière, qui permettent d'observer en 3D des échantillons qui sont un peu plus épais, biologiques, des larves de poissons, et un plateau de microscopie électronique à transmission, donc qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la résolution et par exemple imager des virus en interaction avec des bactéries ou des microalgues à des échelles très petites, qui sont de l'ordre du nanomètre. On a ici un bel échantillonnage de métazoaires, autrement dit d'animaux, avec des anémones de mer, des crustacés, des mollusques, puis aussi des vertébrés, ce qu'on appelle communément des poissons. Alors, cette diversité, les hommes essaient de l'appréhender depuis bien longtemps. Et jusqu'à la publication par Darwin en 1859 de l'origine des espèces, on en avait en réalité une vue qui présentait 2 grandes caractéristiques. Alors d'abord, son caractère figé, les espèces étant immuables depuis la nuit des temps. Et puis, d'autre part, une extrême hiérarchisation, l'homme étant considéré comme la plus complexe, la plus aboutie de toutes les créatures. Alors cette vue, aujourd'hui, elle est totalement réfutée. En réalité, les espèces, elles changent au cours du temps, elles se transforment en s'adaptant aux contraintes de leur milieu sous l'effet de la sélection naturelle. Alors c'est tout ce processus qu'on appelle l'évolution. Et cette vue, aujourd'hui, c'est bien plus qu'une théorie. Elle est confirmée, bien sûr, par l'étude des fossiles. Mais la génétique et la génomique moderne en ont apporté des preuves éclatantes en mettant en évidence les mécanismes sous-jacents et en montrant que cette évolution, elle est à l'œuvre, y compris dans les populations humaines. Notre équipe, elle cherche à comprendre comment les mécanismes du développement embryonnaire évoluent et donc comment les formes évoluent, et cela plus particulièrement chez les vertébrés. Nos plus lointains cousins chez les vertébrés, ce sont les lamproies. Ils font partie des cyclostomes qui ont une bouche ronde, sans mâchoire. Et nous faisons partie avec tous les poissons et les autres vertébrés des gnatostomes. Ce sont les vertébrés qui possèdent une mâchoire. Aujourd'hui, on connaît très bien l'histoire des vertébrés. Et on sait qu'ils sont apparus il y a environ 450 millions d'années. Ils sont composés d'un très grand nombre de groupes et d'espèces dont l'homme fait partie. Et ce qui est important, c'est que toutes ces espèces sont aussi évoluées les unes que les autres. Sur le plan de la réglementation éthique, aujourd'hui, on en fait plus que ce qui nous est demandé, puisqu'on va systématiquement anesthésier tous les embryons. On va prélever les tissus chez les embryons. Ces tissus, on va pouvoir les inclure en paraffine, les imprégner. Donc la paraffine, c'est une substance qui ressemble à la cire et qui fond à 60 degrés et qui, une fois qui revient à température ambiante, se durcit et va nous permettre de réaliser des coupes très fines de nos échantillons prélevés. On va pouvoir les étaler sur l'âme et procéder à différents traitements pour visualiser l'expression asymétrique de ces gènes. Mon travail a consisté à savoir quels gènes sont plus exprimés d'un côté que de l'autre de la bénula. Donc pour ça, j'ai d'abord fait ce qu'on appelle un assemblage de transcriptomes, c'est-à-dire j'ai reconstitué à partir de données de séquençage les séquences des différents transcrits de ce transcriptome, c'est-à-dire des ARN. Donc à partir de ça, j'ai repris mes données de séquençage pour compter les abondances de chaque transcrit, c'est-à-dire à quel point ils sont exprimés, et j'ai fait à partir de ça des analyses statistiques sur ces niveaux d'expression pour avoir une liste de gènes
notablement plus exprimée d'un côté que de l'autre de la bénula. Ça nous donnera donc une idée de quel gène pourrait être impliqué dans le développement ou le fonctionnement asymétrique de la bénula. L'hypothalamus, c'est une partie du cerveau qui est documentée pour jouer un rôle dans l'intégration des stimuli sensoriels, comme la vue ou l'odorat, et qui va jouer un rôle dans tout le processus qui va permettre de moduler des émotions et des comportements comme la peur, l'agressivité ou encore l'addiction. Cet organe a la particularité d'être asymétrique, et ce à l'échelle des vertébrés. Et notamment donc l'intérêt de nos deux modèles qui sont la lamproie et la roussette, c'est que cette asymétrie entre la droite et la gauche dans l'hypothalamus est très marquée, beaucoup plus par exemple que chez l'humain. Cette asymétrie pourrait jouer un rôle dans certaines pathologies connues chez l'humain, comme par exemple l'autisme, la dépression ou encore l'addiction.